puisque après le meurtre de cette petite fille de 5 ans, l'adolescent de 15 ans qui a été interpellé et placé en garde à vue a invoqué son droit au silence. Il n'a donc donné aucune indication aux enquêteurs. L'autopsie de la petite fille sera pratiquée demain. On fait le point avec Sarah Fenzari. Accompagnée de son père, Mélissa est encore sous le choc. La veille du meurtre d'une enfant de 5 ans à Rambervillers, le principal suspect l'aborde. Il m'a dit qu'il vendait un bébé chat. Et comme j'avais vu son sac à dos, je lui ai demandé il était où exactement. Et il m'a dit qu'il était chez lui. Et le bébé chat. Et comme j'ai eu peur quand il m'a dit qu'il était chez lui, parce que je savais qu'il me faisait un piège, et ben j'ai trouvé une excuse, quoi. J'en ai déjà un à la maison. Et après, je suis partie, mais il me suivait toujours. Mélissa parvient à rentrer chez elle. Ses parents savent qu'elle a échappé au pire. Si son casier judiciaire est vierge, l'adolescent est connu de la justice. Âgé de 15 ans, il est déjà mis en examen dans une autre affaire d'agression sexuelle et de viol sur mineurs. Les faits remontent à février 2022. Le jeune homme avait été placé en centre éducatif fermé jusqu'en février dernier, comme le confirme le procureur de la République. Le placement a été levé début mars 2023, avec un retour du mineur dans sa famille et un accompagnement renforcé de la part de la protection judiciaire de la jeunesse. Lors de sa garde à vue, le mis en cause a fait usage de son droit au silence. À l'heure actuelle, nous n'avons donc aucune version, nous n'avons pas sa version sur les faits qui lui sont reprochés. Depuis, il faisait l'objet d'un suivi par la protection judiciaire de la jeunesse. Une expertise psychiatrique a déjà été réalisée concernant le jeune homme. Elle avait conclu à une absence de troubles mentaux. Maître Pierre-Henri Bovis, la dangerosité de ce prévenu de 15 ans a-t-elle été bien évaluée ? L'expertise qui a été menée lors de cette garde à vue laisse penser qu'évidemment, il y avait un très grand niveau de dangerosité, étant donné qu'il est passé à l'acte. C'est très compliqué pour un mineur d'évaluer la dangerosité. C'est vraiment très compliqué, puisque à part si le mineur concerné est multirécidiviste dans des délits, on peut parfois supposer qu'il peut passer au crime. Mais pour analyser un profil de criminel chez un mineur, c'est très difficile et très délicat. Là, en l'occurrence, il va être de toute façon placé en examen. Ça va être les réquisitions du procureur de la République, certainement placé en détention provisoire. Il faut savoir que la détention provisoire pour un mineur n'est pas la même que pour un majeur, donc on est sur des délais extrêmement restreints. C'est-à-dire, on parle de quoi ? De mois Exactement, c'est en mois qui peuvent être renouvelés. Donc on n'est pas sur un délai, par exemple, de 2 ans pour un adulte, donc on est sur des délais courts, pendant lesquels, du coup, le juge d'instruction va devoir effectuer le maximum d'actes pour déterminer les circonstances de la mort et évidemment les motivations qui ont conduit ce jeune mineur à bousiller littéralement 2 vies, évidemment celle de la petite fille de la petite fille et sa vie à lui évidemment, puisqu'il va très certainement passer quelques jours. En sachant qu'il avait déjà été mis en examen pour viol sur mineur de moins de 15 ans. Donc il y avait des antécédents, il avait été placé en centre éducatif fermé. Exactement. Le procureur d'Épinal mentionne le fait qu'il y avait peut-être une altération du discernement. Est-ce que ça peut être une circonstance atténuante ou pas ? Oui, complètement. C'est-à-dire qu'il y a un principe dans notre droit qui dit qu'on n'emprisonne pas les fous. C'est un principe qui existe depuis très longtemps. Et donc, effectivement, si ce mineur a son discernement qui est altéré, évidemment, ce sera une circonstance atténuante qui rentrera en ligne de compte lors de son procès. Maître, juste pour être très clair, il était donc sorti de ce centre éducatif fermé, il était remis dans sa famille, visiblement qui était une famille dysfonctionnelle. Néanmoins, il avait une obligation de soins, une obligation de formation. Ça veut dire quoi une obligation de soins quand on est remis dans sa propre famille ? L'obligation de soins, malheureusement, dans notre pays, elle est mal appliquée. Parce que vous pouvez vous soustraire évidemment à cette obligation. Alors, la justice, après, derrière, vous rattrape et vous applique les sanctions qui sont prévues si vous ne respectez pas cette obligation de soins. Pour autant, c'est de la théorie. C'est-à-dire qu'en pratique, il faudrait un nombre considérable de personnel, évidemment au service de l'application des peines, pour suivre justement les obligations de soins, mais aussi les différentes obligations qui peuvent être imposées à ceux qui y sont soumis, pour voir si ces obligations sont respectées.
En pratique, ce n'est pas le cas. Donc, le centre éducatif, à un moment donné, il y a des procédures, vous savez, c'est très compliqué, c'est très long, les gens partent pas comme ça, et puis c'est jamais une personne qui décide. Il y en a deux, c'est pas l'histoire du juge d'instruction, comme ça, qu'on désigne tout de suite, parce que il a laissé partir quelqu'un. C'est tout à fait différent, le milieu médical. Donc, et puis, c'est vrai que il y a pas, comment dire, ce n'est pas encore ce qu'on peut appeler un multirécidiviste. Non. Donc, et il est resté longtemps de ce centre éducatif. Non, c'est une histoire atroce. On a beaucoup de mal à en parler. Enfin, comment dire, on est très gêné d'ailleurs, même quand on entend les informations à la radio, etc. C'est une histoire, c'est juste horrible, ce qui peut arriver de pire. Mais je vois pas très bien comment dire. C'est vrai que la première réaction, c'est d'accuser dysfonctionnement, etc. Là, pour l'instant, en l'état actuel de l'enquête, moi, je vois pas. Jean-Sébastien Ferjou ? Je crois, sans accuser, parce que de toute façon, c'est certainement pas à nous de faire une enquête et par principe et encore moins et pas à distance. Quand on regarde le parcours, mais c'est plus des questions peut-être théoriques sur le genre de dispositif. C'est pas forcément une responsabilité individuelle de gens dans la chaîne qui auraient dysfonctionné. C'est peut-être la loi elle-même qui dysfonctionne. Si on ne peut pas garder un mineur, même dont on sait qu'il est dangereux a priori, plus d'1 an dans un centre éducatif fermé, c'est une question. Là, ça n'est pas celui qui applique la règle qui est en cause, c'est celui qui a écrit la règle. Autre point, moi, ce qui me frappe, quand on voit manifestement, en tout cas si j'en crois les articles de presse ou les éléments qui ont pu être avancés par le procureur, il était issu d'une famille extrêmement dysfonctionnelle, une famille manifestement violente. Donc un enfant qui peut-être n'a pas été protégé déjà lui-même dans son enfance, parce que c'est aussi ça qui se... Mais en fait, et on veut tout de suite en fait avoir le résultat de l'enquête. C'est ça qui est compliqué. Mais ensuite, en fait, dès qu'on a des faits divers, enfin c'est pas un fait divers, mais dès qu'on est confronté à des drames pareils, aussi sordides, aussi glauques, aussi sombres, en fait, on a envie de se dire mais qu'est-ce qui n'a pas marché ? Mais parfois, un système en soi ne peut pas être infaillible à 100%. C'est horrible à dire. Ça peut paraître pathétique, mais je suis plein de compassion pour la mère de cet enfant et j'imagine, je bondirais si ça m'arrivait moi-même. Mais si vous voulez, on est dans un état de droit. Il y a des systèmes qui existent. Peut-être qu'il y a des dysfonctionnements et après il peut y avoir des dysfonctionnements humains. Mais en fait, on peut tenter. Sinon, tu veux dire, on va chercher un dispositif étanche à 100%. Hélas, ça n'existe pas. Risque zéro, non, mais il y a un drame. Voilà. On essaye d'avoir des. Il y a un drame. On parlait de l'aide sociale à l'enfance. Il faut quand même préciser qu'aujourd'hui les ASE sont à peu près à 120 jusqu'à 130% de leur capacité. Hein. Exactement. Et donc là aussi, on peut se poser des questions de fond qu'il faut poser. C'est une vraie question de fond sur l'aide sociale à l'enfance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des mineurs non accompagnés, notamment, mais peut-être qu'on en parlera au cours de cette émission, qui font l'objet d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, dont la minorité est très souvent contestée. Et aujourd'hui, on essaie de trouver des palliatifs, en tout cas des moyens juridiques pour contester, du moins montrer cette absence de minorité. Mais le fait est que les ASE sont à 130% de leur capacité en moyenne en France. Pas dans tous les départements, mais pas dans tous les départements. Dans nombreux. Nathan Devers, rapidement. Je pense qu'il faut faire très attention avec des faits divers, surtout s'ils sont tragiques, pour 2 raisons. D'abord parce que quand on réfléchit sous le coup de l'émotion, c'est extrêmement dangereux. Sous le coup de l'émotion, on peut être tenté soit de partir du principe qu'il y a un dysfonctionnement avant d'avoir établi avec une enquête, soit de immédiatement vouloir changer la loi. Or ça, c'est une contradiction dans les termes. La loi, c'est ce qui est toujours universel, c'est ce qui est général, et le fait même qu'il y ait des juges, des individus, des humains, c'est d'essayer de faire cette dialectique entre l'universel et le cas particulier. Et donc on ne peut pas, sur le cas particulier, vouloir s'en prendre ou modifier l'universel. Ça ne veut pas dire qu'il faut jamais changer les lois, mais qu'on ne le fait pas sous le coup de l'émotion d'un fait divers. Et deuxième chose, il y a un texte de Hegel... On ne veut pas modifier la loi, on dit, voilà, un mineur de 14 ans qui commet 2 viols sur des enfants de 10 et 11 ans, qui, 1 an après, tue une petite fille de 5 ans, oui, ça pose question. Oui, mais on ne le fait pas, à mon avis, sous le coup d'un fait divers. Et la deuxième chose que je voulais dire, il y a un texte... On le fait quand, alors ? On le fait dans le cas d'une discussion, d'un débat politique, parce que la loi, c'est de l'universel et on réfléchit sur des cas généraux, me semble-t-il. Et la deuxième chose que je voulais dire, il y a un texte de Hegel qui s'appelle « Qui pense abstrait ?» où Hegel dit cette chose géniale, c'est que ceux qui pensent abstrait, c'est pas tellement les philosophes, et c'est vrai que Hegel a lui-même une plume très jargonneuse, mais ce sont les gens qui commentent souvent des faits tragiques. Parce que précisément, surtout quand on le fait au début, parce que précisément, on commente toujours avec des grandes catégories. Un individu qui a commis tel acte et tel acte. Alors qu'en fait, la réalité est précisément, quand un romancier qui s'empare d'un fait divers, il plonge dans la nuance, dans la complexité du fait psychologique. Mais là, on est dans la vraie vie, Nathan.
Mais un romancier qui s'inspire d'un fait divers, il peut être aussi dans la vraie vie. Et le réel est profondément complexe. On est dans l'émotion. Donc on a beaucoup de mal à raisonner. Non, on peut faire fonctionner notre cerveau aussi. On peut poser des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on a raté? Où est-ce qu'on aurait pu intervenir? L'enquête c'est pas l'émotion. Et on est dans l'émotion, c'est une situation très compliquée.